Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les voix qui s'élèvent contre le régime militaire au pouvoir haussent le ton au Mali. Un collectif de partis maliens opposés au pouvoir en place et à la prolongation de la transition dénonce l'incarcération de 10 opposants. Il s'agit, selon ce collectif, d'une nouvelle restriction des libertés. La campagne électorale arrive à son terme en Mauritanie en vue du premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 29 juin. Parmi les sujets brûlants pour les 7 candidats en lice, il y a l'inclusion professionnelle de la jeunesse. Et pour cause, un jeune Mauritanien sur 3 est au chômage, selon l'Organisation internationale du travail. Et le continent africain ambitionne de consolider son partenariat déjà existant avec les Caraïbes, mais encore trop peu exploité. Une hausse de 54% des exportations de l'Afrique vers les Caraïbes est envisagée d'ici 2026. Un détail à suivre dans cette édition. Au Mali, des voix s'élèvent contre le pouvoir militaire en place depuis bientôt 4 ans. Un collectif de partis maliens opposés à la junte ainsi que l'ONG Human Rights Watch ont dénoncé ce mardi l'incarcération de 10 opposants. Ces derniers ont été arrêtés le 20 juin et placés en détention le 24 juin dans la capitale, Bamako, pour complot contre les autorités légales et réunion illégale. Après avoir appelé à un retour des civils au pouvoir, d'après leurs avocats. Rappelons que dans une déclaration publiée le 31 mars, plusieurs partis et mouvements politiques réclamaient le retour des civils au pouvoir. Le collectif des partis maliens opposés au pouvoir militaire dénonce une nouvelle attaque du pouvoir contre les libertés. Le tout dans un contexte de protestation, alors que la transition qui aurait dû s'achever il y a 3 mois, mais qui a été prolongée jusqu'en 2027, en mai dernier, suite à une recommandation émise lors du dialogue national, boycotté par de nombreux partis politiques et toujours controversés. Au Rwanda, le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné le 22 juin en vue des élections générales du 15 juillet. Quelques 9 millions d'électeurs rwandais sont appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. Parmi les 3 candidats à la magistrature suprême, il y a le président sortant, Paul Kagame, qui brigue un 4e mandat, mais aussi un candidat indépendant, Philippe Mpayimana, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2017. Son portrait est à découvrir avec Mildred Yamou. Unique candidat indépendant à l'élection présidentielle du 15 juillet 2024 au Rwanda, Philippe Mpayimana souhaite une alternance politique qui favorise la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Candidat malheureux à la présidentielle d'août 2017 avec 0,72% des voix, Philippe Mpayimana, 53 ans, a pour ambition de faciliter la réintégration des Rwandais qui ont fui le pays lors du génocide de 1994. Croissance économique, amélioration du système éducatif, réforme foncière, augmentation de la production agricole et alimentaire font également partie des priorités de Philippe Mpayimana. Nous devons mettre plus d'efforts dans l'élevage. L'élevage doit être le premier secteur dans lequel nous investissons dans le cadre des partenariats extérieurs. C'est possible. Nous devons trouver de nouveaux investisseurs qui ont les capacités nécessaires dans le domaine. Nous n'y mettons pas assez d'efforts. Et même le peu que nous avons est pris par les pays voisins. Et on se rend compte que les Rwandais consomment des patates, des haricots, mais presque plus de viande. Expert principal chargé de l'engagement communautaire au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Philippe Mpayimana se présente pour la 2e fois à la présidentielle. Malgré sa défaite en 2017, l'opposant justifie sa confiance par la conviction que ses objectifs ne sont pas personnels, mais pour l'intérêt des Rwandais. De retour d'exil depuis 2017, après le génocide de 1994, il espère apporter un changement au Rwanda.
J'aborde maintenant des sujets de société. Dans ce domaine, il y a de nombreux défis. Il y a des mesures d'égalité de genre qui sont mises en œuvre. Les femmes ont droit à la parole, mais il y a encore des choses qui manquent pour que les familles au Rwanda reposent sur la femme et l'enfant ou sur l'enfant et la mère. C'est nécessaire d'arriver à cet objectif. Avoir une femme ministre ne suffit pas. Si une femme qui vit au village, qui a donné naissance et qui a un enfant de 2 mois dort à la cuisine à cause de son mari, et quand il arrive une raison de se séparer, la femme est expulsée de la maison en étant obligée de laisser l'enfant. Il ne devrait pas y avoir de raison pour qu'un enfant de moins de 5 ans soit séparé de sa mère. Philippe Mpayimana a lancé sa campagne électorale le 22 juin 2024 dans le district de Kirehe. Il a déclaré qu'il couvrirait les 30 districts du pays. Selon son calendrier, il tiendra son dernier rassemblement dans le district de Nyawungenge à Kigali le 13 juillet 2024. La mise à jour des listes électorales s'achèvera le 29 juin 2024 avec la publication de la liste définitive des électeurs selon la Commission électorale nationale. J-3 avant l'élection présidentielle du 29 juin en Mauritanie. La campagne électorale se clôture dans quelques heures pour les 7 candidats en lice. À l'aube de cette nouvelle échéance électorale, les attentes sont nombreuses et pour cause. Un jeune Mauritanien sur 3 est au chômage. La jeunesse est donc dans l'expectative en ce qui concerne l'inclusion professionnelle. Les explications de Samantha Saberou-Saboubanga. La situation de l'emploi des jeunes en Mauritanie reste critique. Selon les données de l'Organisation internationale du travail, en Mauritanie, un jeune sur 3 est au chômage et dans la catégorie de 15-24 ans, ce taux monte à près de 50%. Pour pallier le problème, la Mauritanie renforce son offre de formation professionnelle à destination des jeunes afin de favoriser l'accès à des emplois viables et décents. Nous voulons nous engager justement dans cette campagne électorale à faire changer les mentalités, à faire changer les idées justement sur la jeunesse mauritanienne, à leur proposer un avenir meilleur, un avenir qui les revalorise, un avenir chez eux pour ne pas aller immigrer. Nous avons besoin de notre jeunesse, nous avons besoin de nos jeunes, de nos cadres, nous avons besoin des Mauritaniens tout simplement chez eux et ne pas aller chercher ailleurs quelque chose qu'ils pourraient trouver en Mauritanie. Mais les politiques de l'emploi n'ont jamais été des politiques volontaristes, des politiques des politiques voulues, des politiques par exemple de prospective, mais les dirigeants se mettent à promettre et ne promettent que du vent. Les ressources minières demeurent essentielles et la pêche constitue une source importante de revenus et d'emplois. Pourtant, elle reste gérée de manière opaque et génère moins de revenus que son potentiel permettrait d'espérer. Mais l'économie mauritanienne se trouve aujourd'hui dans une ère de diversification avec l'exploitation de nouvelles ressources, pétrole et gaz, et la maturation de nouveaux secteurs. Les télécommunications connaissent une croissance moyenne annuelle de 26% depuis 2011. Il faut impérativement que la jeunesse mauritanienne soit formée dans des secteurs qui sont aujourd'hui en pleine expansion et qui n'ont pas atteint leur pic de croissance. Ça permettrait à ces jeunes, une fois qu'ils vont sortir différents établissements de formation, de pouvoir entrer dans la vie active dans des secteurs qui auront besoin d'eux. Ce n'est pas le cas dans certains secteurs matures qui vont vers le déclin où un jeune qui va arriver sur le marché du travail ne trouvera pas du travail parce que ce secteur-là n'a rien à lui offrir. Malgré de nombreux défis auxquels fait face la Mauritanie en termes d'emploi des jeunes, le pays dispose de nombreux atouts pour le développement du bien-être social et économique de sa population, entre autres des terres cultivables d'environ 513 000 hectares, une zone de pêche considérée comme l'une des plus riches du monde, d'importantes potentialités minières et des ressources en hydrocarbures encore inexploitées dans leur globalité. Également dans l'actualité, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un décaissement supplémentaire de 570 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international, FMI. Il s'agit d'un prêt pour le financement de 2 programmes soutenus par le FMI d'un montant total de 4,8 milliards de dollars. Ce nouvel accord a été conclu le 24 juin. Ce décaissement s'inscrit dans le cadre de la 2e revue de l'accord
mixte au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit, ainsi que la première revue de l'accord au titre de la facilité de résilience et de durabilité. Il est à noter qu'en 2023, la Côte d'Ivoire a démontré une croissance économique résiliente malgré un environnement extérieur difficile. Le Forum international Afrique Développement FIAD 2024 s'ouvrira dans quelques heures à Casablanca, au Maroc. Ce rendez-vous économique doit réunir près de 2000 participants de plus de 40 pays différents les 27 et 28 juin, avec un objectif précis, stimuler le commerce intra-africain qui représente actuellement moins de 15% des exportations africaines. Le but étant de donner toute sa valeur à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, opérationnelle depuis janvier 2021. Les précisions de Philippe Acquois. Selon les prévisions de la CNUSED, la ZLECAf pourrait augmenter le commerce intra-africain d'environ 33% et réduire le déficit commercial du continent de 51% à 2030. En 2023, le commerce intra-africain représentait environ 15% des échanges commerciaux du continent, montrant un potentiel sous-exploité. Le Forum international Afrique Développement FIAD, facilitant le dialogue et les investissements et permettant de surmonter les défis communs et d'exploiter les opportunités de développement économique en Afrique, demeure un des piliers essentiels au développement des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. La plupart de nos pays ont conçu et formalisé des plans de développement extrêmement ambitieux et sont également assortis d'incitations très fortes à l'investissement. Nous allons accompagner la mise en œuvre de ces plans de développement en mettant face aux États, aux pays qui sont à l'honneur, des investisseurs qui peuvent être dans la dynamique de développement et de croissance des économies africaines. La ZLECAf vise à créer un marché unique pour les biens et services sur le continent. En alignant ses objectifs avec ceux de la ZLECAf, le FIAD contribue à l'intégration économique en Afrique en encourageant la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires. Cette dynamique est essentielle pour augmenter le commerce intra-africain et atteindre un revenu potentiel de 450 milliards de dollars d'ici 2035 selon la Banque mondiale. En réunissant des milliers de participants, le forum facilite la discussion et la collaboration pour surmonter les obstacles actuels. Nous mobilisons tous les moyens pour favoriser l'intégration économique africaine et la coopération sud-sud. Les synergies entre la ZLECAf et le Forum international Afrique Développement montrent que les événements comme le FIAD sont indispensables pour réaliser les ambitions de la ZLECAf. En renforçant les liens économiques intra-africains, le Forum soutient les efforts de la ZLECAf pour transformer le paysage économique du continent qui compte environ 34% de ménages africains vivant en dessous du seuil de pauvreté. L'Afrique ambitionne de stimuler son partenariat avec les Caraïbes en matière de commerce et d'investissement. Et pour cause, selon l'avis des experts, les échanges commerciaux entre les deux parties pourraient augmenter de plus d'1 milliard de dollars. Au vu des potentialités qui résident dans l'agroalimentaire et le tourisme, si ces opportunités sont saisies, une hausse de 54% des exportations vers les Caraïbes est envisagée d'ici 2026. Plus de détails avec Catherine Gombe. Bien que des affinités géographiques et culturelles existent entre le continent africain et les Caraïbes, les deux régions économiques ont des échanges commerciaux très limités. Publié en 2022, le rapport du Centre de commerce international Expanding African and Caribbean Trade indiquait que l'absence d'accords commerciaux véritables entre les pays africains et ceux des Caraïbes, ainsi que le manque d'investissement dans les secteurs à forte potentialité, constituent les principales barrières au développement des échanges de biens et de services. Le rapport indique en effet que les exportations africaines vers les Caraïbes ne représentent même pas 0,1% des exportations totales du continent. Africans and Caribbeans must first understand what the opportunities for trade are. L'Afrique et les Caraïbes doivent d'abord comprendre quelles sont les possibilités d'échanges commerciaux. Je pense donc que la première chose à faire est d'informer et d'éduquer en matière de commerce. Qu'est-ce que nous pouvons produire dans les Caraïbes et qu'est-ce que nous pouvons produire en Afrique? Pour moi,
L'un des secteurs clés après avoir identifié les opportunités est l'agriculture. Puis viennent les secteurs du tourisme, de la logistique et du transport. Hospitality. We have the sector of logistics and transportation. Si pour le moment l'Afrique n'exporte vers les Caraïbes que des minéraux primaires et n'importe que des produits chimiques, il existe de nombreuses opportunités pour diversifier le commerce entre les deux régions. Le Centre de commerce international indique à cet effet qu'en améliorant le circuit de chaîne de valeur, les exportations de l'Afrique vers les Caraïbes pourraient croître de 54% d'ici 2026. Si vous prenez le secteur agricole, où nous avons des produits de base comme le cacao ou le café, qui sont largement produits dans la ceinture équatoriale au Nigeria, au Cameroun ou au Ghana par exemple. Si nous acceptons de transformer nos produits de base ici dans la zone des Caraïbes et d'exporter vers ces marchés étrangers, nous ajouterons de la valeur à nos économies. La pandémie du Covid-19 a été le facteur qui a encouragé les États africains à repenser les actions de coopération et de développement sur le continent. Aide publique au développement, zone de libre-échange, chaîne de valeur, maîtrise des ressources naturelles. Pour René Awambeng, les enjeux sont colossaux pour les deux régions et nécessitent des investissements qui vont participer à la consolidation des liens entre ces deux régions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.